Tsi pour accompagner les sauts des Allemands. Tiens, Tsi, c'est le nom d'un nouveau podcast. Et même le podcast francophone de saut à ski et combiné nordique. Chaque semaine, retrouvez résultats, analyses, statistiques et même des interviews passionnantes dans Tsi. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Tsi, un épisode très spécial parce qu'aujourd'hui c'est une interview avec Colline Mattel et les différentes casquettes de Colline Mattel. Bonsoir Colline. Bonsoir. Donc là on est fin novembre à Belfort dans le cadre du festival Entrevue où tu présentais avec toute l'équipe du film Ralentir la chute. Est-ce que tu veux commencer par nous parler un peu de ce projet? Oui, alors c'est un court-métrage donc qui a été tourné en septembre dernier. En fait, j'ai été contactée il y a 1 an et demi par une des deux réalisatrices, Camille Tricot, qui au début m'a contactée pour me parler de saut à ski, un peu comme une consultante. Elle m'a posé plein de questions sur ma carrière, sur le saut à ski féminin, enfin vraiment sur tout le monde du saut à ski. Et ce qui s'est en fait, au fil de la discussion, je comprends qu'elle est réalisatrice, qu'elle prépare un film et enfin, on me le dit assez tôt, mais voilà, au début, en tant qu'elle m'appelle en tant que consultante et puis de fil en aiguille, je lui explique que, ben, depuis que j'ai arrêté ma carrière, je fais du théâtre, je suis comédienne et on s'est bien entendu et on a beaucoup parlé et en fait, quelques, semaines, mois plus tard, elle m'a envoyé la première version du scénario en me proposant de passer des essais et donc, j'ai été prise dans ce court-métrage qui parle de beaucoup de choses. Il faudra le voir, mais c'est une histoire d'amour passé entre deux athlètes qui se retrouvent dans le cadre du tournage d'un clip pour leur sponsor. Et donc, ça raconte beaucoup de choses autour du saut à ski, du rapport aux médias et aux sponsors et aussi bah voilà cette histoire qu'elles ont vécue. C'est une fiction, mais il y a beaucoup de choses qui me parlent parce qu'effectivement c'est un film qui est assez proche de la réalité. Et donc là voilà, on est au festival Entrevue et c'est notre première en France et c'est chouette. Et donc, on vous fera parvenir, dès qu'il y aura des dates à droite à gauche en France ou des diffusions télé. Le but, c'est que le film puisse être vu et voilà, c'est un film où il y a beaucoup d'émotions qui sont transmises par les actrices, par les sauteuses. T'interprètes Océane Beaumont, qui rencontre donc re-rencontre une personne qu'elle a aimée. Tu veux nous parler un peu des émotions que vous transmettez dans ce film? Je vais pas trop en raconter parce qu'il faudra voir le film. Et en plus, je peux pas vraiment parler des émotions parce que c'est un film qui laisse avec un rythme particulier et avec une réalisation particulière qui, je trouve, laisse très ouverte la porte aux interprétations. Et donc, je pense que les gens qui verront ce film auront plein d'interprétations différentes. Mais effectivement, il y a en tout cas la volonté des deux réalisatrices, c'était d'avoir un genre un petit peu mélodrame, donc sans forcément aller dans les violons, mais oui, un film qui, voilà, qui fasse un état des lieux sur une relation, sur une situation, sur des prises de décision. Et, et les interprétations, je trouve, sont assez ouvertes. Ouais. Et donc le film, il est tourné à Oberstdorf, un endroit que tu connais bien. Ça t'a fait aussi quelque chose de retourner à Oberstdorf? Ouais, c'était rigolo parce que ben, moi j'ai arrêté en 2018. J'ai refait un petit peu de saut depuis. J'essaye d'en refaire une ou deux fois par an pour le plaisir. Mais là, vraiment, quand on est parti pour le tournage, c'était en mois de septembre. J'ai pris mes combis, mes chaussures, mon casque. Je suis d'abord retournée à Paris et ensuite je suis partie en Allemagne. Et donc, on a vraiment passé 10 jours dans un appartement avec toute l'équipe, à aller au tremplin tous les matins. Et là, pour le coup, c'était drôle parce que j'ai fait ça pendant des années, de partir en stage à Oberstdorf, de me lever les matins, de monter dans le bus et de partir à l'entraînement. Et
Ouais, c'était assez rigolo de se retrouver là-bas. J'ai croisé une ou deux sauteuses avec qui je m'entraîne à l'époque, qui n'ont pas l'air de bien comprendre ce que je faisais là. Mais ouais, ouais, non, c'était rigolo. Enfin, j'ai vraiment le choc entre mes deux vies, quoi. Et on peut dire, sans dévoiler le film, que tu arrives à transmettre des émotions avec des chaussures de Swarovski aux pieds. C'est pas forcément Oui, évident comme oui, ça. oui, oui. C'est pas évident de jouer en haut d'un tremplin de saut notamment, mais comme moi, c'est un endroit que je connais bien, finalement, j'étais plutôt dans mon élément. C'est l'équipe du film, par exemple, qui était peut-être moins à l'aise en haut du 120 mètres d'Oberstdorf avec une caméra de 15 kilos à la main. Ouais, c'est vrai qu'on se rend pas compte quand on n'est pas sauteur que ça doit être impressionnant. Euh, du coup, c'est ton premier film. Est-ce que tu as d'autres projets en vue? Est-ce que ça va justement être une première Ce ligne que ça sur va ta carte faire de visite? décoller ma carrière. Alors oui, j'ai plein de projets. J'ai des projets qui sont en train de se construire en théâtre et j'ai un autre projet de film dont je veux pas encore beaucoup parler, mais effectivement qui découle de ce film aussi parce qu'on a été au festival de court-métrage de Hambourg et on a rencontré un peu du monde là-bas et notamment deux réalisateurs qui m'ont proposé de travailler avec eux. Donc c'est un projet en construction également, mais c'est une super chance, une super opportunité et ça va être un chouette projet. Et donc, ton métier actuel, c'est comédienne à temps plein. Euh, Vraiment, c'est comédienne. Je suis également depuis peu régisseuse lumière, donc au théâtre. Je me suis formée sur le tas dans l'école où j'ai fait mes études et donc je travaille aussi à la technique, ce qui est super intéressant et ce qui me plaît beaucoup parce que je pense qu'il y a toute une partie de moi qui a besoin de faire quelque chose de concret, de pratique avec mes mains et donc l'aspect technique est assez satisfaisant. Et je suis également consultante sportive sur Eurosport. Et oui, c'est la voix qu'on entend maintenant. T'as déjà ton programme de l'hiver? Oui, Ça alors, marche avec Roseau. il peut être amené à bouger, mais effectivement, on est plusieurs consultants à se partager des compétitions. Euh, il y a déjà, en tout cas, je sais que je fais déjà les 3 premiers week-ends de décembre. Donc ça va Donc, voilà. taquer sur les chapeaux de roue. Le mois de décembre, avec la voix de Colline, c'est Eurosport qui est venu te chercher après ta carrière et t'as eu des discussions assez rapidement. Non, c'est moi qui les ai contactés parce que, bah, en fait, assez rapidement après avoir arrêté, j'étais un peu dans l'indécision. Enfin, je savais pas encore trop où j'allais. Si je finissais ma licence art du spectacle à Grenoble, si je refaisais du théâtre. Et puis j'ai fait un stage de théâtre à Paris. Et dans la foulée, j'ai déménagé et je suis montée à Paris. Et en m'installant là-haut, je savais que les studios d'Eurosport y étaient. Et donc j'ai passé un petit coup de fil à Guillaume Di Grazia, le journaliste qui est dans le saut à ski enfin moi quand j'ai commencé, c'est un des premiers de Eurosport que j'ai rencontré. Et donc je lui ai demandé s'ils avaient besoin de monde, s'ils cherchaient. Et il a été super, il m'a embauché. Et je pense qu'il le regrette pas parce que ouais, tu transmets J'espère. tes connaissances du domaine tous les week-ends. Ça te fait suivre, ça te fait rester un peu dans le domaine du saut. Ouais, ouais, c'est pas évident comme exercice. Au début, quand je suis arrivée, alors que je venais tout juste d'arrêter le saut, donc a priori j'étais encore dans le dans la machine, je crois que la première compétition, je me suis un peu demandé si en fait je connaissais pas rien du tout au saut à ski parce que l'exercice est pas le même que celui qu'on fait au tremplin quand on analyse un saut par exemple. Donc là c'était un peu compliqué, mais en fait on s'y fait vite. Faut réussir à être précis tout en vulgarisant un peu mais en tout cas c'est vrai que c'est chouette de garder un pied dedans parce que bah ouais justement je continue d'être en contact avec les athlètes, les coachs et c'est cool de garder un pied dans ce qui a été une bonne partie de ma vie. Oui, donc ça te permet de garder, tu gardes des liens avec le staff actuel, tu prends des infos. Comment tu prépares un week-end de Coupe du Monde pour Eurosport? Ça dépend un petit peu de la période de l'année. Quand c'est le début de saison, ouais, j'essaye d'appeler le début de saison ou avant des grands événements ou avant la tournée, avant les championnats du monde par exemple, de passer des coups de fil un petit peu bah, aux athlètes quand je suis sûre que ça les dérange pas, aux coachs un petit peu avant. Après, ouais, voilà, il faut pas non plus. Enfin, eux ont autre chose à penser que de répondre aux questions des journalistes à ce moment-là. Donc en général, c'est plutôt
avoir une tendance, connaître l'état de forme des filles, par exemple, pour connaître un peu les objectifs aussi de l'hiver. Et puis, et puis j'essaie de regarder les compétitions, de suivre. Et ce qui m'aide pas mal, c'est d'écouter les commentaires des autres consultants. Parce que finalement, on se rend compte que des fois, on est focus sur un détail technique et qu'on a oublié de parler d'autre chose. Enfin, c'est assez enrichissant d'écouter aussi comment travaillent les autres. Mais en général, ben oui, il faut se refaire les résultats du week-end d'avant, de la saison d'avant, de les différentes choses qui ont été faites sur ce tremplin, les points qui pourraient être intéressants de signaler, un record détenu depuis une dizaine d'années. Puis j'essaye de me documenter parce que force est de constater que par rapport à d'autres consultants ou d'autres journalistes, j'ai pas le même genre de connaissances. Bon, ça s'entend pas en tout cas, et justement, tu parles des journalistes, vous formez un duo, il faut qu'il y ait une alchimie qui se forme. C'est Complètement. pas, bon, il y a beaucoup Guillaume Di Grazia, mais c'est pas tout le temps lui. Tu dois t'adapter. Toi, tu fais du théâtre. Est-ce qu'il y a un peu un lien aussi de se dire, on part dans une scène, enfin dans une pièce de 1h30 face au micro? Oui, alors ce serait plus de l'impro, mais en tout cas, il y a un vrai rapport à deux. Et si au départ le rôle du journaliste est un petit peu plus celui d'animateur, celui qui cadre et éventuellement qui meuble entre guillemets, et le rôle du consultant serait plutôt celui du technicien, et finalement tout ça se mélange un petit Mm. peu parce que parfois il y a des journalistes qui sont très très pointus sur la technique, qui en tout cas qui sont pointus, et le consultant peut aussi voilà, amener de la discussion juste en donnant des fun facts ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment une histoire d'écoute, de se répondre. Il y a plein d'autres données à prendre en compte parce que il faut regarder un écran, on a des infos dans le casque de la régie qui nous dit que on va devoir s'arrêter de parler dans 10 secondes. Donc effectivement, c'est un petit peu comme au théâtre par exemple, faut être très alerte sur tout ce qui se passe, pas couper la parole de l'autre, mais aussi bien rebondir quand lui a fini de parler. Ouais, c'est un Oui. exercice qui, ça m'a aidé de faire du théâtre pour aller dans ce Puis sens-là. il y a un saut, c'est aller 45 secondes de plateforme à la fin au résultat. Ouais. Quand ça passe au suivant, si tu as une idée du saut précédent, tant pis, t'es sur le sauteur suivant. Ouais, oui, T'as oui, pas tu c'est peux pas ça. revenir en arrière, quoi. Et ouais, ouais, des fois, faut réussir on a notre phrase en tête et il faut réussir à aller au bout en réfléchissant à ce qui se passe sur l'autre écran et ce qu'on va éventuellement pouvoir dire ensuite. Ouais, ça demande de la pratique et de l'exercice, mais c'est extrêmement intéressant en tout cas. En tout cas, on a hâte, déjà, la saison va commencer, on a hâte de t'entendre. Et est-ce que tu as un avis sur l'évolution actuelle du saut féminin? Tu étais dans les pionnières, tu as fait partie de la première saison de Coupe du Monde. Maintenant, on a des saisons à 26 épreuves, du grand tremplin, du petit tremplin, le vol à ski qui a été introduit. Ça a Il dû te était faire temps. quelque chose de voir le vol à ski. Ouais, ouais, ouais. Je suis hyper fière et admirative de la tournure que prend le saut féminin parce qu'elles ont atteint un niveau qui est assez impressionnant, enfin techniquement, et ce qu'elles font au tremplin, c'est enfin la progression de ce sport en général a été vraiment impressionnante. Enfin maintenant, ouais, les meilleures athlètes mondiales, elles sont vraiment très très impressionnantes, et je suis assez admirative, fière d'avoir Ouais, fait participé partie du process, ouais. à ce truc-là, mais c'est vrai que maintenant là, ça a quand même pris une ampleur qui est assez belle à voir. Il y a encore du boulot. Au- Densité en- sur alors, en, 40 en termes sauteuses. de développement, je dirais, parce que la saison des filles comparée à celle des hommes, ça va vraiment vers du mieux, hein. Je suis critique, mais j'ai conscience que tout ça prend un peu de temps. Mais les hommes ont toutes leurs épreuves de la saison sur les 120 mètres, Ouais. ont beaucoup de vol à ski. C'est une chose qui se construit. Mais il faut que ça continue d'aller dans ce sens-là. Mais là, je pense qu'elles sont en train de prouver et de montrer qu'il n'y a pas d'autre direction dans laquelle aller de toute façon. Hier, on a fait l'enregistrement de la prépa, enfin de la preview de la saison féminine. Et en fait, on avait 15-20 noms qui nous venaient. On disait, mais en fait, elle, et puis on en disait encore un autre, puis on regardait, puis en fait, oui, mais elle encore, elle peut faire un podium et tout. C'est ultra excitant, en fait, le saut féminin. Oui, oui, oui. Alors, ça reste.
en tout cas les saisons précédentes, Mm. dominé quand même par un petit peu moins de filles que chez les hommes, par exemple. Il y a quand même les grands noms qui sont difficilement délogeables du podium. Mais oui, ça se densifie. Et c'est vrai que maintenant, des athlètes qui peuvent monter sur le podium, il y en a. Ouais, moins 15, je Ouais, pense. ouais, ouais. Dont une Française, Mm. Joséphine, qui, je pense, elle aussi peut. Bah, déjà fait un podium et puis Bah non, mais c'est pour les saisons qui ouais. viennent, on l'y attend en tout cas, je lui souhaite. On a essayé de pas le dire dans l'épisode de préparation, mais on Ah, dit ouais, monter vers le top 5 plus oui, mais régulièrement. oui, oui, oui. Bah après, de toute façon, c'est une question de, ouais, c'est ça, de régularité et de Le niveau de base, il est là, progresser. quoi. Ouais, Et, ouais, ouais, ouais. retourner à Vickerson. Si Retourner à Vikersund. elle veut y retourner, elle a peut-être une petite revanche à avoir sur le tremplin. Ouais, ouais. Et puis, bah, elles ont une saison entière à attendre avant de retourner au vol. Les occasions sont rares. C'est vrai que on dit que c'est le même sport, mais c'est une discipline qui est quand même pas la même parce que justement, on a 6 sauts sur le tremplin avant d'essayer de faire plus de 200 mètres. Faut, hum, faut quand même, faut quand même avoir l'occasion de s'entraîner pour appréhender un tremplin. Ouais. Et un jury qui met du sien aussi. Exactement. En, Il faut mettre de l'élan. l'isoler voilà. Et tu parles toujours avec enthousiasme. Tu l'as dit aussi un peu tout à l'heure, tu es toujours sauteuse d'une certaine façon. Tu étais au championnat de France en 2022, troisième senior, cinquième au total. Ça s'oublie pas en fait. Ouais, non, c'est étonnant à quel point ça s'oublie pas. Les premiers sauts que j'ai faits après avoir arrêté ma carrière, ça a dû être, c'est pas si longtemps, mais peut-être 4 mois plus tard. Mm. Et j'ai commencé par me demander ce que je foutais en haut du tremplin. Et en fait, c'est comme le vélo, quoi. Ça va. C'est intégré dans le corps. J'en ai fait Ouais, pendant 15 ans, donc forcément les réflexes sont encore là et même des fois mieux là qu'avant parce que une légèreté. oui, c'est ça. Il y a moins de pression du résultat ou de la performance qui revient assez vite hein, quand j'ai envie d'aller loin. J'ai tendance à en rajouter et à forcer, mais ouais, c'est assez naturel. En tout cas, quand je ressaute ces derniers temps, je me fais super plaisir parce que ouais, il y a plus ce stress qui à la fin était un peu inhibant pour moi. Ouais. Et tu retournes directement sur les 90 mètres Ouais, ou ouais, 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 ouais. y a pas de. Mais c'est pareil, c'est les tremplins sur lesquels j'ai le plus, je me suis le plus entraînée Mhm. et c'est ceux qui sont le plus ancrés. Alors j'ai sauté un petit peu au 120 à Courchevel et également au Oberstdorf. Et bah, j'ai une technique qui fait que c'est pas là que je me fais le plus facilement plaisir, mais oui, il faudrait que je retourne au tremplin. D'ailleurs, c'est quoi ton record en distance? 135. Sur quel tremplin? Je les ai faits à Courchevel à l'entraînement et en compétition, je pense à Oslo en 2013, peut-être. Et d'ailleurs, tu parles de ta technique. Comment tu définis ton style de saut? Des grosses boîtes à la table Mm. et quand ça va bien, une phase d'enchaînement qui me permettait de voler et quand ça va mal, bah juste une grosse boîte à la table. Un coup de ski. Ouais, c'est ça. Euh, Oui, oui, bah moi c'était le point clé quoi. J'étais hyper explosive et quand j'étais en forme, déterminée et en confiance, j'arrivais à vraiment transformer cette explosivité en vitesse et en confiance en l'air. Quand ça allait un peu moins, bah c'est la faute classique des épaules qui tirent en arrière quoi. en regardant tes sauts hier pour préparer l'interview, j'ai regardé tes sauts de Sochi. Justement, on sent vraiment l'énorme boîte à la table et en deuxième manche, presque un peu trop, Oui, avec le coup de ski qui vient. ouais, même je crois que j'étais un tout petit peu tard au deuxième saut. Je suis un tout petit peu dans le vide et au lieu de rester en souplesse, bah oui, il y a les épaules qui viennent Mm. compenser les quelques centimètres perdus au bout du tremplin. Et ouais, et ça, c'est une faute qui est horriblement frustrante parce que au moment où elle est faite, on sait que on aura beau essayer d'aller tout ce qu'on veut vers l'avant, déjà ce sera pas fait par le bas, mais c'est les épaules qui vont tirer. Et en plus là, on sait déjà que Ça ouais, aurait pu être quoi, deux ouais, et trois puis c'est mètres de foutu et plus. que là, il y a plus rien à faire à part essayer de se battre jusqu'au bout, mais ouais, ouais, c'était frustrant. Bon, là, on est dur parce que Sochi, tu ramènes une médaille olympique. T'es la seule médaillée française en saut à ski. C'était, qu'est-ce que tu veux nous parler un peu de est-ce que c'était l'aboutissement de ta carrière? Est-ce que c'était beaucoup de stress? Comment tu t'es senti ce jour-là? Euh, c'est
Alors l'aboutissement, je saurais pas dire. Effectivement, après j'ai plus rien fait, donc donc on peut dire que quelque part c'était l'aboutissement. Mais mais c'est j'en ai fait d'autres des très très bons résultats, des fois où j'ai mieux sauté que à Sochi. Je crois que ou en tout cas où j'étais plus en forme que je ne l'étais à Sochi, ce qui est d'absolument formidable avec Sochi, c'est je pense quand même un des moments où j'ai été le plus forte mentalement parce que objectivement avec le recul. euh, j'étais pas, techniquement, j'étais pas sur le podium. J'étais pas parmi les favorites. Je sautais moins bien cette saison-là que la saison d'avant, par exemple. Et j'avais eu une petite période de doute en début d'hiver et on avait vraiment resserré la vis avec mes coachs. Je m'étais vraiment, moi, j'avais travaillé dur toute l'année pour cet événement, mais il y a eu un moment où on a vraiment mis un coup de collier, où je me suis vraiment tirée sur la gueule. Mais arrivé au JO, moi j'avais la conviction que j'étais la meilleure. Mes coachs, ce que je crois au jour de la compétition, on était vraiment pas sûr. Enfin, se disait que c'était un peu cuit. Et en fait, là où je suis assez fière, c'est que c'est un petit peu cette conviction qui qui a fait que j'ai réussi vraiment à faire en tout cas un premier saut, à vraiment donner le meilleur de moi-même, voire peut-être un petit peu plus. Et au deuxième saut, bah pareil, même s'il est un peu raté, voilà, j'ai vraiment réussi à dépasser un truc. Et en fait, ce qui est très chouette dans l'histoire de Sochi, par rapport à d'autres histoires que j'ai pu avoir, c'est qu'arrivé en bas du tremplin après mon deuxième saut, là j'ai vraiment pris conscience que c'était loin d'être gagné, enfin, au Oui, tu fais début, une moue, il y a une photo où bah, tu je savais que j'avais fait un mauvais deuxième saut, mais quand le résultat s'affiche et que je vois que je suis troisième, alors que en fait, je crois, moi, dans ma tête, de mois à mois, jusqu'au matin de la compète, j'étais convaincue que j'allais gagner. Et en voyant que je suis Ah, troisième, j'ai compris que gagner, ça aurait été très très difficile et que déjà être là, c'était incroyable et que j'étais allée un peu le chercher à la tête. Et en fait, contrairement à d'autres occasions, il y a eu aucune déception. Vraiment, là, je me suis juste dit, waouh, je l'ai fait. Je me suis aussi dit, oh putain, enfin, c'est fini. mhm. Parce que c'était quand même beaucoup de stress et de travail. Et, et ce qui est chouette, après, avec le recul, il y a des moments où j'y repense et j'ai un petit regret parce que la médaille d'or est à 90 centimètres. Mais quand j'y repense, la quatrième place aussi est à 90 centimètres. Et c'est Donc, Sarah Takanashi la c'est quatrième. ça. Donc, ça remet un peu les choses en perspective. Mais surtout, ouais, là, ce dont je suis le plus heureuse, en fait, c'est d'avoir eu aucune déception et de vraiment avoir profité de ce truc à fond. Parce que ça aurait été trop bête de ressortir de là en étant frustrée. Et comme je sais que je suis capable d'être facilement frustrée, là, j'étais ravie que ce soit pas du tout le cas. Et c'est long, 4 ans, en se disant la prochaine fois c'est dans 4 ans. Là, on a vu avec Ouais, l'équipe de France de rugby, ils ont beau dire la prochaine fois c'est dans 4 ans. Bah oui, mais c'est ah long, ouais, 4 ans. ouais, 4 ans, il s'en passe des choses en 4 ans. Et donc, si on remonte les années du coup depuis Sochi de ta carrière, ta meilleure saison en Coupe du Monde, c'est l'année d'avant, 2012-2013, c'était troisième mondial. Mm. Euh, tu gagnes une victoire. Enfin, c'était une année où tu avais le niveau de Daniela Irashko, de Sarah Takanashi. Il y avait une fluidité cette année-là. Tu te sentais bien techniquement dans l'équipe. Comment c'était? Ouais, ouais. Alors, c'était il y a longtemps. J'avoue. C'était il y a 10 ans. Euh, c'est une année qui était vraiment dans la continuité moi, je crois que j'ai eu un espèce de déclic autour de 2010, en fait. 2009 avec les premiers championnats du monde. Mais là, il y a eu un espèce de déclic où j'ai beaucoup progressé physiquement. Et je pense que mentalement aussi, j'ai pris de plus en plus de confiance. Et donc, j'arrivais à faire des choses techniquement aussi qui étaient très bonnes. Et j'ai eu d'autres. Voilà, j'ai une très bonne saison, peut-être qui se voit moins dans les résultats, mais en 2011, j'aurais tendance à dire que c'est consécutif à cette saison où là, j'étais vraiment très très en confiance et je faisais pas mal d'erreurs techniques. Je sautais trop tôt, tout le temps trop tôt. Mais parce que c'est le début du moment où j'ai commencé à peut-être à construire un petit peu le mental qui m'a quand même
bien sauvé la mise 2-3 fois. C'est que en 2011, donc c'était pas encore la Coupe du Monde, c'était la Coupe continentale, mais finalement c'était la Coupe du Monde, c'était Ah, les c'était mêmes les mêmes sauteuses, athlètes. voilà, et t'arrives au championnat du monde en étant deuxième mondial Ouais, derrière Daniela Irashko, et tu prends cette médaille dans le brouillard oui. du Mitsubishi. C'était justement aussi un grand moment pour le saut français. J'y étais et c'était un moment d'émotion aussi, beaucoup de pression aussi ce jour-là. Oui, beaucoup de pression. Et ben, typiquement, j'ai quelques regrets au championnat du monde d'Oslo parce que j'ai été horriblement déçue. Parce que moi, dans ma tête, j'allais gagner et être troisième, je n'ai pas du tout vécu comme j'aurais dû, c'est-à-dire ben, comme une médaille au championnat du monde, quoi. Sachant que j'avais fait des petites erreurs et puis surtout, ben, il y en a qui avaient été meilleurs que moi. Et donc là, c'est comme ça, on peut s'en vouloir. Et là, je me rappelle avoir été très très déçue, ce qui rétrospectivement est dommage parce que même si j'aurais pu faire mieux, ben Ouais, c'est une médaille c'est mondiale. trop dommage Ah oui. de pleurer voilà, quand on a une médaille mondiale. En tout cas de déception et de colère. Bon après ça s'est calmé, j'ai relativisé les choses, mais oui, cette année-là, j'étais très très en forme et donc il y avait effectivement beaucoup de pression. Mais du coup, oui, les années qui ont suivi, c'était un peu dans la continuité de ce moment-là. Et c'est vrai qu'en 2012-2013, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, ouais, c'était assez. Il commençait à y avoir hein, la petite pression des JO Mm. devant, mais qui à ce Ah oui. moment-là était surtout galvanisante. Ah, ouais. Et aussi en 2011, c'est l'année où tu es championne du monde junior à ETP. C'était diffusé sur Eurosport, donc on est quelques-uns à l'avoir vu. On a peut-être même mieux vu qu'à Oslo, parce que Oslo, c'était un Ouais, brouillard pas possible. Et tous les ans, là, tu montais d'un cran au championnat du monde junior, et ça avait beaucoup de sens, hein, cette médaille au championnat du monde junior, parce que la discipline étant assez nouvelle, les meilleurs étaient aussi quasiment toutes au championnat du monde junior. Euh, c'était un, c'était un vrai objectif pour toi d'être championne du monde junior à ce moment-là. ouais, à ce moment-là, bah surtout que oui, l'année d'avant j'étais deuxième, 2 ans avant j'avais fait troisième, et donc il y avait un petit peu dans la tête quand même, il y a ce truc-là qui existe. Et oui, bah en fait, tu l'as très bien dit. Les juniors à l'époque, comme en 2014 d'ailleurs, euh, les meilleurs juniors faisaient partie des meilleurs mondiales et donc c'était hyper représentatif au point de vue ouais, du classement général mondial. Et en regardant les résultats, j'avoue, j'avais plus de souvenirs. Vous avez eu 2 années des médailles par équipe au championnat du monde junior. Ouais, absolument. C'était aussi une belle période pour le saut français. Ça, c'était vraiment chouette, ouais. Les médailles par équipe, c'est un truc qui était hyper intéressant à vivre. C'est pas mes meilleurs sauts, les par équipe, parce que je me mettais beaucoup de pression. Enfin, c'était pas du tout le même genre de stress. Et c'est un rapport à la compétition et à la pression qui est vraiment différent le par équipe. Il y a des athlètes qui se subliment complètement parce qu'il faut sauter pour le groupe, et il y en a d'autres que ça inhibe un peu parce que bah, on n'a pas envie de faire Oui. foirer le groupe. Mais à chaque fois qu'on a fait des compétitions par équipe, que le résultat soit bon, très bon ou moins bon, c'est toujours des moments, même les par équipes mixtes qu'on a pu faire au championnat du monde ou même en Coupe du Monde, c'était ouais, vraiment des beaux moments parce qu'il se passe quelque chose de complètement différent. On peut citer tes coéquipières. Donc en 2013, t'es médaillée deuxième avec Léa Lemar, Océane Avocagro et Julia Claire, qui sautent toujours. On lui souhaite Oui. d'ailleurs de bien récupérer pour son genou. Et en 2014, avec à nouveau Léa Lemar, Marie Oyo et à nouveau Julia Claire. Donc tu devais être dans le quatrième groupe aussi. Ça devait être l'élan peut-être le plus serré. C'était une pression supplémentaire, un peu d'être la leader de l'équipe. Euh, oui, il y a un peu de ça parce que en plus, ouais, tout le monde sautait relativement bien. En tout cas, avait vraiment fait des bons sauts pour la compétition et effectivement fermer le groupe. Euh, Quand en plus on a à l'époque, oui, j'avais quand même le statut de leader du Oui, groupe voilà. où en tout cas je faisais de très bons résultats et donc ouais, oui, c'est sûr il y avait une pression que j'ai pas toujours très bien gérée, ouais. Quand il y a que moi que je laisse tomber si je me rate, c'est pas facile que quand
quand il y en a trois autres derrière. Bon, je pense que tu as bien sauté parce que vous êtes quand même allé sur le Oui, oui, podium oui. et je pense que l'équipe avait besoin de tes sauts pour aller sur le podium. Donc, tu peut-être aussi très Oui, oui, mais là, critique, non, non, mais mais là, je pense en que tu as dû l'occurrence, bien sauter. en l'occurrence, là-bas, oui, oui, ça s'est bien passé. Il y a d'autres moments où j'ai pas sauté aussi bien que ce que j'aurais pu. Si tu veux, on peut finir par des questions rapides. Déjà, tu as commencé le saut à ski à quel âge? 7 ans. 7 ans. Et donc 5 ans après, 5-6 ans après, tu étais déjà en compétition internationale. Ouais. Oui, oui, c'est vrai que c'est allé assez vite. Bah aussi parce que, comme tu l'as dit, le saut féminin était aussi une discipline jeune. Et là, pour le coup, moi, j'ai profité de Caroline Espio et elle qui avait un niveau à l'époque qui était vraiment très très bon. Jacques Gaillard, enfin en tout cas, l'équipe de France avait commencé à se dire, il faudrait peut-être l'envoyer en compète celle-là. Et puis moi, j'étais un peu dans son sillage à ce moment-là. Et à quel âge tu comprends que tu as le potentiel pour être une championne? Je sais pas, c'est difficile. Enfin, je ne crois pas que ce soit un truc qu'on comprend. Ou en tout cas, moi, j'ai pas Mm. l'impression de un jour m'a dit, ah, Mm. je peux être une championne. Je crois que j'ai toujours eu le goût de la compétition et de la gagne. Enfin, faut juste demander à mes sœurs quand on jouait à un jeu de société. Je crois que c'était absolument invivable. Et du coup, je pense que en fait, avec le saut à ski, j'avais trouvé une voie qui me plaisait beaucoup, qui me permettait d'exprimer ce goût pour la compétition. Et donc, en fait, c'était une route qui était pas toute tracée, mais qu'en fait, quand je me suis orientée sur cette route, et ben derrière, c'était assez logique comment les choses se sont enchaînées. Et donc, je pense que j'ai toujours su que j'aimais la compétition. Et les choses se sont un petit peu faites naturellement. Oui, mais c'est aussi une exigence et on en parlait enfin, dans le film, c'est aussi, le saut à ski, c'est aussi très esthétique. Tu avais conscience de ce côté aussi de faire un sport, enfin, tu sais que c'est de la légèreté, d'un sport, bah, c'est ultra technique. Ouais, En ouais, coordination, c'est pas juste de la compétition. Si tu arrives avec Trognac, tu mets une grosse bien patate à sûr. la table, mais il y a aussi en fait, la nécessité d'être léger, ça demande aussi d'être ultra connecté avec toi-même et concentré. Ouais, ouais, je crois que oui, effectivement, je crois que j'en ai eu conscience. En fait, il y a eu une longue période où je faisais plein de sports et je faisais du ski alpin, du ski de fond, du judo et du saut à ski. J'étais relativement bonne en tout et mes parents m'avaient demandé de choisir parce que au bout d'un moment, j'avais plus assez de temps pour dormir. Et je crois que au moment de discuter de bon, alors qu'est-ce que j'aime moins, qu'est-ce qui me plaît le plus, avec le saut, il y avait un peu ça qui était apparu, quoi, que c'était un sport déjà assez original. J'aimais l'idée de faire un truc qui sortait un petit peu de l'ordinaire, qui était effectivement assez esthétique et, euh, et en plus où l'univers et l'ambiance générale et encore plus quand après je suis arrivée sur le circuit féminin, tout ça était assez ouais, c'était une bonne ambiance quoi, c'était chouette, c'est toujours bon enfant même dans la compétition. Et justement, tu as participé au combat pour les premiers Jeux Olympiques. En 2010, il y aurait dû, on va dire rétrospectivement, il y aurait dû avoir déjà ces Jeux Olympiques. Tu avais déjà le niveau. Et ça vous a soudé aussi entre compétitrices, cette bagarre contre le CIO et pour Complètement. montrer que vous aviez le niveau. Ouais, 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 complètement. Alors ça, c'est même quelque chose qui existait déjà avant que moi j'arrive sur le circuit. Finalement, les premières compétitions internationales, donc des coupes continentales à l'époque, voire même avant, ça devait être des Fils Cup Mm. pour les femmes. C'était dans les années 90, je dirais, les premières. Et donc moi je suis arrivée, la machine était déjà en route. Enclenché. Et il y avait déjà effectivement un vrai truc de sororité entre toutes les nations et toutes les filles se connaissaient, étaient amies, discutaient, et il y avait vraiment un truc soudé et je pense que ça venait aussi du fait que, bon bah là, même si le jour J, en haut du tremplin, j'ai envie de sauter mieux que les autres, ben en fait, si je veux pouvoir sauter, il faut qu'on soit ensemble et je suis contente quand les autres sautent bien parce que ça veut dire qu'on a une densité d'athlètes qui est chouette. Enfin ouais, ouais, donc c'est sûr que ça, il y avait un vrai Et truc. on a retrouvé ça à Vickersund l'année dernière. Ouais, c'était Ce trop beau. côté, Ah bah finalement, oui. 10-15 ans après, ce côté, elles sont toutes Ouais, ouais, amies, ouais. les sourires et C'était trop beau parce que c'est vrai que ça s'est un petit peu perdu sur le circuit, mais je le comprends et c'est vrai que c'est une chose dont on a parlé à l'issue du film. C'est difficile enfin, je comprends que ce côté très
très amical et très enthousiaste est un petit peu disparu au profit du professionnalisme parce que c'était aussi le deal, c'est ça qu'on voulait. Oui. Et on a peut-être moins de temps pour aller jouer aux cartes dans la chambre des Américaines après la compète quand on est payé par des sponsors, et quand la chose se professionnalise. Donc c'est quelque chose que je regrette un petit peu, mais en même temps c'est comme ça que ça existe. Mais en tout cas retrouver ce truc-là à Vikersund, en plus je savais qu'il y avait d'anciennes athlètes qui elles ont arrêté et qui étaient à Vikersund, donc pour les voir aussi. Et moi j'ai pleuré devant ma télé parce que ouais c'était trop beau de retrouver ce truc. Ouais, l'émotion était partagée, oui. Euh, Quel est ton tremplin préféré? Celui où demain on te dit tu vas sauter et tu vas avec le sourire. Ouais. Je retournerais bien à Sapporo sur le 90 mètres parce que non seulement j'y ai bien sauté, puis ouais, il y avait un truc là-bas qui était assez chouette. Mais sinon, j'ai envie de dire aussi parce que c'est un des tremplins où j'ai le plus sauté, Courchevel. Je le connais par cœur. Et là, maintenant, un tremplin que je connais par cœur, j'y retourne volontiers. Et à l'inverse, le tremplin où tu disais mince, c'est ce week-end, faut y aller, tant pis, mais je l'aime pas. Je suis désolée, je vais rester en France en plus, mais les tremplins de type Chaux-Neuve ne me conviennent pas du tout. Et j'étais jamais très enthousiaste à l'idée d'y aller. Uniquement à cause du tremplin. Tout ce qu'il y a autour, c'était super. Ah ouais, mais c'est vrai qu'à chaque fois que je discute avec des athlètes, Chauneuf, il y a vraiment ce profil Oui, particulier. oui, Tout le monde nous en parle. Ouais. ouais, ouais, mais c'est un profil qui ressemble un peu à celui de Planica, par exemple. Le 90 mètres de Planica, je l'aimais pas beaucoup non plus, avec un élan très, très parabolique et on vole très lentement. Ouais, c'était pas mes tremplins favoris. Écoute, si tu vois, est-ce que tu aurais une question que tu aurais voulu que je te pose? Moi, je pourrais Bah, discuter écoute, des heures, mais ouais, on va ouais, essayer de faire moi quelque aussi. chose de Non, contraint en temps. on a plutôt bien fait le tour. Ben oui, effectivement, on communiquera les informations par rapport au film. Et puis, ben non, j'étais ravie, c'était super chouette. Merci beaucoup, Colin. C'était un plaisir d'échanger avec toi et on espère que l'écoute de cette interview vous aura plu. Merci beaucoup.